Bonjour à tous, bienvenue à notre webinaire qui va être présenté par Spiraf. Et je serai en fait accompagné par la société Polygma qui a été contrôlée par la CNIL et qui a été soutenue on va dire, pendant son contrôle de la CNIL par le cabinet d'avocats du maître Julien Leclinch. Je me présente, je m'appelle Kevin Clément, je suis directeur marketing pour Spiraf et je vais co-animer donc de ce webinaire et on va tout de suite en fait enchaîner pour l'agenda de ce webinaire qui va durer à peu près 1 heure. Alors, je vais simplement rappeler un peu, faire une courte présentation donc, de Spiraf et du contexte RGPD. Je vous rappelle à titre d'information, si vous ne savez pas, que le RGPD a été mis en place le 25 mai 2018. Donc, dans quelques jours, on va arriver en fait à l'anniversaire de ces 2 ans. On en profitera certainement pour vous envoyer une petite campagne d'information et faire le point sur un peu un état des lieux du RGPD en fait dans ces 2 dernières années. Donc très courte présentation donc de ma part. Et donc Stéphane Boisson, donc qui est CEO et cofondateur de Polygma, que je vais vous laisser un petit peu se présenter rapidement, fera une présentation donc de 15 minutes sur son activité et vous racontera comment en fait comment il s'est organisé avec le cabinet de Maître Julien Leclinch pour s'organiser autour du contrôle de la CNIL. Donc je te laisse te présenter très rapidement, Stéphane. Bonjour Kevin, bonjour à tout le monde. Je vais présenter tout à l'heure effectivement ce passage important d'un contrôle de la CNIL dans le cadre de la protection des données personnelles, mais de manière plus large aussi, on le verra dans le cadre des données des utilisateurs. J'aurai grand plaisir à vous expliquer comment Maître Leclinch nous a accompagnés depuis le début et pourquoi on a investi beaucoup de temps avec lui pour être conforme sur les questions des RGPD. Voilà, merci Stéphane. Et puis enfin, Julien Leclinch, je te laisse te présenter très rapidement, qui va présenter toute la partie juridique, les bases juridiques, les différents points de contrôle pour lesquels en fait il a pu accompagner Stéphane dans cette mise en place. Alors bonjour à tous, donc effectivement, je m'appelle Julien Leclerc, je suis avocat au barreau de Montpellier et ça fait une vingtaine d'années que je travaille en droit des données personnelles, d'abord dans le cadre d'une thèse universitaire, puis dans des projets de recherche avec le CNRS, l'INRIA, etc. Et puis pas mal de formations et donc effectivement j'ai une compétence certaine sur les questions de droit des données personnelles et du RGPD. Et merci Julien. Et enfin, on agrémentera cette partie donc, de présentation spécifique sur le contrôle de la CNIL, en fait avec des cas d'usage et des démonstrations sur notre solution Tag Omega, qui va aller chercher l'information au cœur du système d'information donc des organisations pour donner de la visibilité sur les données personnelles qui sont gérées au sein de vos organisations, voilà, et le fait donc de montrer comment en fait elles sont classées, etc., et de pointer spécifiquement celles qui sont à caractère personnel. Et donc ce sera Olivier Sébillotte chez nous, directeur du département produits et solutions, qui fera cette partie. Tu peux dire bonjour, Olivier. Bonjour à toutes et à tous. Merci Kevin. Merci. Alors n'hésitez pas en fait à intervenir. Du coup, en fait, en bas à droite, vous avez une petite fenêtre de chat pour nous indiquer si tout va bien en fait au niveau du son, et vous utiliserez également du coup cette petite fenêtre pour tout au long du webinaire poser vos questions. Et ce seront donc des questions auxquelles on répondra à la fin de ce webinaire. Alors très rapidement, donc Spigraph, donc on est né dans le domaine documentaire, donc dans la transformation digitale donc documentaire, on est fournisseur numéro 1 de scanners donc sur le marché français. Alors, j'ai un petit exemple. Voilà, on existe depuis 25 ans dans ce marché. Au niveau du groupe, on a 200 collaborateurs tous spécialisés dans la transformation digitale au sens large du terme. On est présent sur 12 pays en Europe. On distribue nos solutions au travers d'un réseau de partenaires revendeurs et on intervient malgré tout auprès du client final au travers d'interventions de services d'installation, de formation, etc. Et on a en fait en direct auprès d'eux à peu près 100 000 contrats de services. Donc, comme je disais, on a deux expertises. Donc, une première historique qui est celle du documentaire, au travers de la dématérialisation documentaire et de l'extraction d'informations de ces documents pour que ces informations soient exploitées.
Et enfin, en fait, on s'est mis sur le marché de la donnée personnelle, de la data, plus généralement, et plus précisément, en fait, sur la donnée personnelle au travers de la mise en conformité RGPD, et on propose cette solution de Tag Omega que Olivier vous présentera. Donc Tag Omega est sous l'offre en fait RGPD 360, et c'est la raison pour laquelle nous avons Maître Leclinch ici présent. Puisque nous avons un réseau d'avocats DPO externes qui va nous permettre de fournir une offre complète d'accompagnement de professionnels particulièrement spécialisés, non seulement donc dans l'IT, mais effectivement avec une base juridique extrêmement solide, puisque c'est leur métier, et avec un accompagnement technique de notre côté, avec des solutions Tag Omega, ce qui nous permet donc de couvrir voilà, d'avoir une très grande couverture de propositions en fait pour nos clients. Vous retrouverez toutes les informations sur notre site internet RGPD 360, également donc le réseau d'avocats DPO externes, en fonction donc de votre région et différents cas d'usage que vous pouvez consulter. Quelques informations très rapidement depuis la mise en place du RGPD. Alors tout d'abord, peut-être une petite... pardon, finalement, j'aurais pas de sondage à vous proposer, je suis désolé. J'étais un petit peu rapide sur cette présentation. Alors simplement pour vous donner quelques informations très précises sur les entreprises qui s'estiment conformes ou pas. Aujourd'hui, il y en a 72% qui s'estiment non conformes sur les 4,5 millions d'entreprises en France, donc ce qui est colossal, sachant que voilà, même les autres qui s'estiment conformes, c'est leur point de vue, et vous verrez en fait avec la présentation de Maître Leclinch que c'est pas souvent le cas, étant donné qu'il y a énormément donc de choses pour lesquelles en fait il faut répondre pour être conforme. Mais l'important, s'il y a un contrôle de la CNIL, c'est surtout quelle est votre démarche, quelle est la démarche que vous avez mise en place pour vous mettre en conformité, et c'est ça qui va compter bien souvent dans ce contrôle. Il y a également aussi, pour titre d'information, il y a 65 000 organisations publiques ou privées qui ont déclaré un DPO. Vous voyez, c'est encore en fait un nombre assez faible par rapport en fait au nombre d'entreprises qui doivent se mettre en fait en conformité, sachant qu'un DPO doit être là pour aider les entreprises à se mettre en conformité et est spécialiste du coup, et prendre en fait une partie en fait à part entière donc de son métier à aider les entreprises dans cette conformité là. La France est le pays le plus répressif, puisqu'en fait on affiche 51,1 millions d'euros d'amende sur les 114 millions d'euros d'amende qui ont été infligés partout en Europe au travers des 160 921 plaintes. Donc voilà, ce qui est colossal. Donc il est important donc de prendre en considération ce facteur financier, même si le facteur financier n'est pas et qui est la partie, on va dire, immergée de l'iceberg. Il y a plein d'autres choses, on va dire, qui sont à prendre en fait en compte lorsque vous n'êtes pas conforme. Quelques exemples de sanctions en fait en lien avec les données personnelles. Voilà, différentes typologies d'organismes, différentes tailles, également différentes décisions en fait adoptées. Là, ce ne sont, on va dire, qu'un extrait aujourd'hui fourni par la CNIL, mais il y en a bien d'autres sur leur site internet. Alors, je vais passer la main du coup à Stéphane. Je vais rester sur la présentation PowerPoint qui est là, et puis je lui passerai la main pour qu'il vous montre plus précisément donc la solution. Vous allez comprendre la raison pour laquelle, en fait, au travers de sa solution, il a été du coup dans le focus plus particulièrement donc du coup de la CNIL. Alors, je te passe la main, Stéphane, c'est à toi. Avec grand plaisir, Kevin. Est-ce que vous m'entendez correctement? Oui, très bien. Ok, parfait. Je suis donc un des deux fondateurs d'une société qui s'appelle Polygma, qui a développé depuis 2015 en fait une solution numérique à destination des élus en mandat et des candidats aux élections, des collectivités territoriales, qui ont pour but en fait de rassembler, pour faire simple, trois grandes catégories de données. Toutes les données sur les thématiques de la collectivité territoriale qui peuvent provenir de l'INSEE, de la CAF, de Pôle emploi, etc., qui permettent en fait de faire un véritable diagnostic territorial. Deuxième catégorie de données que nous retraitons dans notre solution, on transforme ces données-là
pour fournir en fait des tableaux de bord qui permettent de travailler sur de la stratégie de politique publique ou de la stratégie électorale. Et derrière, on va aussi traiter en fait les données dans le cadre des élections, par exemple, mais aussi dans le cadre de l'exercice d'un mandat, les données de la liste électorale pour faire le lien avec les électeurs, pour communiquer avec eux de manière propre en termes de conditions CNIL et de conditions RGPD. Donc, vous imaginez qu'effectivement, dès le départ, dans l'ADN de ce qu'on a construit comme solution, la question de la protection des données personnelles est une question absolument vitale. Protection des données personnelles des équipes qui travaillent avec la solution, puisqu'à l'intérieur de la solution, les équipes en question, le maire avec son directeur de cabinet, chef de cabinet, ses chargés de mission, ou le directeur de campagne avec les candidats qui sont sur la liste, plus les différentes personnes qui participent à la campagne électorale, vont utiliser notre solution pour communiquer, gérer leurs projets, et donc évidemment protection de ces données personnelles des personnes qui travaillent avec la solution, mais aussi des données des tiers, à savoir des électeurs qui sont inscrits sur la liste électorale et dont il faut protéger évidemment de manière, j'ai envie de dire, presque politique, c'est pas presque politique, c'est politique, de protéger évidemment leurs informations personnelles, en tout cas leur prénom, leur nom, leur date de naissance, leur adresse postale, dans un premier temps. Et donc évidemment, l'idée était d'avoir construit une solution qui va permettre en fait de traiter tout ça de façon intelligente, de façon propre, de respecter par exemple le statut de contact occasionnel et de contact régulier, j'ai envie de dire, qui est extrêmement intéressant d'ailleurs sur le plan RGPD. J'ai presque envie de dire que le statut dans le champ politique entre le contact occasionnel sur une liste électorale et le contact régulier est une façon de construire un lien politique et de construire un lien de confiance en fait avec les électeurs sur un territoire. Et dans ce cadre RGPD, évidemment, la possibilité pour un électeur qui serait devenu un contact régulier de pouvoir se désabonner, en tout cas faire en sorte que l'équipe de campagne ou l'élu en mandat ne puisse plus utiliser ces données si effectivement l'électeur en question le souhaite. Donc en 2015, quand on commence à travailler sur l'élaboration de notre solution, en fait on fait appel à Maître Leclinch dès le départ dans la constitution en fait de ce qui va devenir la protection de ces données personnelles, dans la construction en particulier du privacy by design, c'est-à-dire de construire nos algorithmes, de construire nos bases de données de telle manière à ce que si demain un utilisateur dans la solution souhaite effacer ces données, obtenir la portabilité de ces données, que dès le départ on puisse effectivement avoir ces éléments-là. Sauf qu'en 2015, évidemment, le RGPD n'existe pas. On travaille en tout cas au privacy by design dans la construction de notre solution. Et puis, pour faire court, on est au mois d'octobre 2019. On est un jeudi et puis il est 2h ou 2h30 de l'après-midi. Petit coup de téléphone, oui, bonjour, je suis contrôleuse à la CNIL. Nous souhaitons venir faire un contrôle complet de vos algorithmes, vos bases de données, du fonctionnement de votre société sur le plan RGPD. Nous serons à votre bureau mercredi prochain à 8h. Alors, on est une toute petite structure, hein. On a peu de temps d'existence, on est dans un incubateur parce qu'on est accompagné aujourd'hui comme une jeune entreprise innovante. Et évidemment, du coup, vous regardez votre équipe et vous dites, bah, écoutez, messieurs, j'ai une petite nouvelle à vous annoncer pour mercredi prochain. Il faut absolument qu'on ait vérifié la totalité de ce que prévoit le RGPD, évidemment dans les meilleures conditions possibles, et de faire en sorte que ce qu'on avait commencé à travailler et ce qu'on avait déjà pas mal avancé soit définitivement acquis pour que le contrôle se passe dans les meilleures conditions possibles. Nous avons été contrôlés littéralement, je peux vous le dire, de la cave au grenier. Tout y est passé, les bases de données. Le contrôle a duré de 8h le matin jusqu'à à peu près 21h30 le soir, jusqu'à la remise du PV de 22 pages par la contrôleuse de la CNIL assistée de son informaticien. Accompagné évidemment, nous étions accompagnés de notre avocat, où on a passé évidemment avant ce rendez-vous et cette journée qui fut assez longue, c'est le moins qu'on puisse dire. On a passé plusieurs jours évidemment avec notre avocat pour vérifier la totalité de notre conformité au RGPD et en plus évidemment à la protection des données personnelles dans le cadre politique, puisque j'ai envie de dire on a une couche supplémentaire de protection des données qui vient s'ajouter en termes de bonnes pratiques, en termes de fonctionnement, en termes de protection des données au RGPD lui-même. Et en fait, voilà, donc le contrôle s'est passé. Alors le matin était la première rencontre est un peu tendue. Hein. Vous avez un peu l'impression effectivement que vous avez
comme un contrôle fiscal, même si j'en ai jamais vécu un, mais vous avez le sentiment effectivement que vous allez être contrôlé véritablement dans tous les sens du terme. Et puis au fur et à mesure, parce qu'on avait travaillé de manière intense à la préparation d'un éventuel contrôle, parce qu'on savait exposer évidemment à ce type de contrôle du fait même de la nature de notre activité, en fait, au fur et à mesure, j'ai envie de dire, la CNIL, enfin en tout cas les représentants de la CNIL, ont pris conscience qu'on avait fait un gros travail, nommer un DPO très tôt dans notre processus, faire en sorte que les algorithmes, les bases de données, tous les éléments déclaratifs, la politique de traitement des données personnelles, toutes ces informations-là avaient été rassemblées en fait de telle manière que ce soit les clauses avec les sous-traitants, le personnel même de Polygma, etc. Tout avait été préparé de telle manière que évidemment on était dans la conformité a priori la plus importante par rapport au règlement général sur la protection des données personnelles. Alors, notre solution, Kevin, si tu me permets de prendre la main sur le partage d'écran. Oui, c'est tout bon. Alors, je vais juste choisir mon écran. Alors, a priori, ça devrait être bon. Voilà, vous voyez notre solution. Notre solution, en fait, je vais vous montrer, on va aller très vite, mais elle permet en fait de faire un diagnostic territorial très fin sur toute une série de dimensions. Là, je suis sur la commune de Plaisir, par exemple. Je vais avoir toute une série de données statistiques issues des données de l'INSEE à l'échelle à la fois de la commune, à l'échelle à la fois des quartiers. Et évidemment, toutes ces données-là servent en fait à faire du diagnostic sur la situation à la fois démographique, en termes d'activité professionnelle, de revenus, de fiscalité, de conditions économiques, de toutes les conditions de logement, par exemple, de savoir quelle est la structure par quartier, par exemple, de la taille des logements, d'avoir en fait toute une série de données extrêmement importantes et qui sont, entre autres, dans une campagne électorale, des variables extrêmement lourdes. Par exemple, ici, le statut d'occupation des logements, qui correspond en fait à la différence entre un propriétaire et un locataire, qui exerce évidemment une influence forte sur les comportements électoraux, ou si je prends d'un point de vue démographique quartier par quartier, la capacité à restituer par exemple ici les données sur l'ancienneté de résidence des ménages, quartier par quartier. Et notre objectif a été aussi évidemment d'inclure dans notre solution toutes les données électorales, ce qui permet très rapidement d'avoir par exemple ici les résultats par bureau de vote sur l'ensemble de la commune de Plaisir de 2002 à 2020, donc inclus le premier tour des élections municipales, d'avoir ici, par exemple, pour un tour, un candidat, une élection, une date, d'avoir les résultats sur chacun des bureaux de vote, de pouvoir traiter après, par exemple, ici, les tendances électorales sur chacun de ces bureaux de vote pour pouvoir analyser les comportements des électeurs. Et puis, derrière, de manière beaucoup plus poussée, d'avoir un outil de stratégie, alors à la fois en mode, j'ai envie de dire, débutant et en mode expert, pour par exemple, ici sur la commune de Plaisir, alors je vais changer pardon, de commune parce que sur Plaisir, on n'a pas encore les bureaux de vote en termes de périmètre, mais vous allez le voir ici sur la commune de Montpellier, par exemple. Je vais vous Je sais montrer. pas si on voit toujours que l'écran, on va dire, avec les icônes bleues, Stéphane. Je sais pas si tu montres autre chose. Oui. Alors, je suis peut-être. Ah, pardon. Ok, oui, effectivement. Là, vous devez voir mon écran beaucoup mieux, là, en fait, qui bouge. Donc, là, je ça reprends. arrive, oui. Voilà. Donc, j'étais en train d'expliquer. En fait, j'ai la solution ouverte sur deux écrans en même temps et en fait, je n'étais pas sur le bon partage. Donc, j'étais en train d'expliquer, par exemple, ici sur la question des données démographiques, d'avoir, par exemple, sur Montpellier, vous voyez ici toutes les tranches d'âge par quartier, la possibilité de mesurer l'ancienneté de résidence de la population, par exemple, ici sur chacun des quartiers. Mon écran est bien visible, Kevin, cette fois? Oui. OK, parfait. Et je vais avoir, évidemment, toutes les données électorales de la commune, ce qui va me permettre, par exemple, de détecter les tendances par bureau de vote. Donc, on va avoir ici, par exemple, toute la couleur politique de chacun des bureaux de vote sur les municipales à la fois de 2008, de 2014 pour pouvoir les comparer, l'évolution, la dispersion des voix, etc. Alors, là où on a des données extrêmement sensibles, évidemment, c'est les données de la liste électorale. Si je prends ici les données de la liste électorale de la ville de Montpellier, en fait, on est le sous-traitant de nos utilisateurs. On avait deux équipes pour le premier tour des municipales et là, on risque d'en avoir une troisième puisque vous savez que les élections municipales, quand le maire n'a pas été élu au premier tour, ces élections vont se rejouer sûrement d'ici la fin du mois de septembre, début octobre.
Donc, si je prends ici, par exemple, je cherche tous les électeurs d'un bureau de vote. Je vais prendre un bureau de vote à Montpellier, par exemple, l'école maternelle La Fontaine. Je cherche les électeurs sur ce bureau de vote. Et là, vous voyez qu'à l'échelle du territoire, je suis capable d'aller chercher donc, ces électeurs-là avec l'adresse qu'ils ont renseignée. Et donc, évidemment, sur ces électeurs-là, je vais être capable de visualiser le nom, le prénom, l'adresse postale, le sexe et la date de naissance, ce qui va me permettre évidemment d'organiser mes tournées, mon porte-à-porte, mes réunions tupperware, etc., de communiquer avec eux par SMS et par mail. Évidemment, si et seulement si ces personnes-là, qui sont sur la liste électorale, ces électeurs ont accepté de devenir mes contacts réguliers. Et donc, évidemment, la protection de ces données personnelles est un élément extrêmement important. Alors, ça veut dire que concrètement, en fait, quand on est ici dans la solution, si j'ajoute en fait un contact dans la solution, je vais pouvoir après le taguer, ajouter des mots-clés sur cette personne-là qui a accepté de devenir un de mes contacts réguliers. Et je vais pouvoir après, évidemment, communiquer en fonction des tags, en fonction de ces éléments-là, avec les électeurs sur l'ensemble du territoire. Évidemment, tout le travail que l'on fait derrière consiste à fournir en fait un mode expert où je vais pouvoir, par exemple, à l'échelle d'une commune, suivre l'évolution, par exemple, de la répartition des inscrits par bureau de vote. Donc, d'avoir, par exemple, ici sur la commune de Montpellier, alors, je vais sélectionner la bonne date, pardon, sélectionner sur la commune de Montpellier, par exemple, les résultats du premier tour sur la participation électorale. J'ai un petit problème de connexion, parce que je pense que j'ai changé de compte. Je vais prendre un autre exemple. Ici, par exemple, sur la composition de la population en termes de catégories socio-professionnelles. Donc, ça va me permettre très rapidement de cibler quartier par quartier ou bureau de vote par bureau de vote, en fait, les électeurs, le type de profil d'électeurs que je recherche, et évidemment, après d'aller les chercher, vous avez vu, dans l'outil de contact avec les électeurs. Donc, la protection de toutes ces données-là, j'ai envie de dire les données personnelles, est un vrai sujet dans notre solution. Et aujourd'hui, on est très content parce qu'en fait, on a reçu donc du coup début février, enfin mi-février, la lettre de la CNIL qui clôturait l'instruction de ce contrôle. La CNIL nous a demandé deux choses: de rajouter une phrase dans notre politique de traitement des données personnelles, visiblement une phrase qui avait besoin d'être précisée, et d'augmenter le nombre de caractères dans nos mots de passe, de passer de 8 à 12 caractères. Et donc, évidemment, à la fin, le dernier paragraphe qui nous a fait évidemment le plus plaisir, c'était de nous annoncer que l'instruction était close. Évidemment, toute chose restant égale par ailleurs, si on peut être assujetti à un nouveau contrôle, hein, peut-être dans les mois, dans les années à venir, pour X raisons, si jamais on a un souci particulier, mais on n'a aucune raison que ça se passe dans ces conditions-là. Aujourd'hui, on est très content parce qu'évidemment, on peut se prévaloir auprès de nos prospects et de nos clients de cette forte valeur ajoutée, de cette protection des données personnelles, de pouvoir aujourd'hui annoncer à nos utilisateurs qu'on est conforme par rapport au règlement général sur la protection des données personnelles et que ça constitue aujourd'hui une vraie valeur ajoutée pour notre solution. Dans les circonstances dans lesquelles les choses se sont passées, évidemment, vous êtes un peu stressé par la façon dont les choses peuvent se passer, mais il est clair que, accompagné par un bon avocat, je ne vais pas faire de publicité spécialement pour Julien, mais Julien est un excellent avocat qui nous a permis dès le départ, effectivement, de préparer les choses dans les meilleures conditions possibles. Aujourd'hui, littéralement, cette situation nous a permis, en fait, de bénéficier d'un avantage concurrentiel considérable. Pourquoi? Parce que, évidemment, l'intérêt pour notre solution est aujourd'hui assez important, voire très important, parce qu'on peut se permettre d'annoncer effectivement cette conformité par rapport au règlement général sur la protection des données personnelles et par rapport aux règles fixées par la CNIL. Voilà, j'en ai terminé. Je vais repasse la main, Kevin, pour la suite, j'imagine, pour que tu puisses faire la transition avec Julien. Je répondrai avec grand plaisir à toutes vos questions, s'il y a des questions tout à l'heure. Parfait, merci beaucoup Stéphane. Je passe la main directement à Julien. Alors, rebonjour à tous. Ce qui est très intéressant, notamment dans ce qu'a dit Stéphane, c'est qu'on voit que la mise en conformité, c'est pas qu'une histoire de peur du gendarme et du risque de sanction, c'est que c'est vraiment une mesure d'hygiène de son système d'information et un facteur qui est commercialement peut être vraiment valorisé. Donc, je vais passer assez vite sur ma présentation parce que, à condition, effectivement.
effectivement que j'arrive à trouver des slides. Pour aller directement au cœur du sujet qui va nous occuper, c'est les pouvoirs de la CNIL lors d'un contrôle. Donc, au fil des ans, en fait, quand la loi a été adoptée en 78, les pouvoirs de contrôle étaient somme toute assez rudimentaires, et au fil des ans, ils ont été étayés. Donc, il y a 3 types de contrôles principaux. Le contrôle à distance, ça qui est apparu en 2014, je crois, où là, la CNIL va utiliser son navigateur Internet et va tester la sécurité de vos sites web, regarder si vous êtes conforme au niveau des cookies, sachant que la doctrine de la CNIL est assez sévère, assez stricte et fortement contestée. Mais donc là, ce sont des contrôles où tout le monde a un site internet et c'est des contrôles qui sont très simples à réaliser. Par exemple, challenge.fr, eux, sont pris 25 000 € d'amende administrative par la CNIL pour non-conformité aux cookies. Donc là, c'est vraiment, on est très exposé. Deuxième type de contrôle, le contrôle sur pièce. C'est-à-dire que la CNIL va vous contacter et va vous demander de lui communiquer des pièces relatives à la manière dont vous traitez les données personnelles de vos clients, de vos salariés, de vos fournisseurs, etc. Et puis le stade ultime, celui que nous avons vécu, j'allais dire subi, mais non, surtout vécu, c'est le contrôle sur place, où là, effectivement, les agents CNIL arrivent à 8 h du matin et on passe une journée à se faire contrôler. Alors, pourquoi on est contrôlé? Habituellement, c'est qu'il y a une plainte. Un salarié, un client, éventuellement un concurrent, a posé une plainte à la CNIL. Il y en a à peu près 10 000 par an maintenant. Et en fonction de la gravité des manquements qui sont signalés et du nombre de plaintes qui concernent une même entité, on va être contrôlé ou non. Nous, c'est plus rare. Ce qui nous est arrivé, c'est que vous l'avez bien compris, le cœur de métier de Polygma, c'est travailler sur de la donnée politique, et on a eu des affaires comme Cambridge Analytica à l'étranger qui ont suscité l'intérêt de la CNIL, donc ils ont décidé de contrôler à peu près toutes les entreprises françaises qui travaillent dans la prospection politique. Et ça ne s'est pas passé aussi bien que chez Polygma pour un certain nombre d'entre elles. Ce qui est intéressant avec le RGPD, c'est que avant le RGPD, c'était contrôle a priori par la CNIL, on déclarait son fichier, voire pour les traitements, par exemple sur de la donnée politique, on sollicitait une autorisation, et la CNIL pouvait refuser qu'on mette en œuvre le traitement. Donc on a un contrôle a priori très fort et un contrôle a posteriori qu'on a étoffé au fil du temps. Le RGPD, lui, il a fait disparaître ces formalités de déclaration et d'autorisation. Et donc, du coup, ça inverse la logique, c'est que c'est beaucoup plus simple de sur le papier, c'est plus simple de mettre en œuvre un traitement, mais la contrepartie, c'est qu'on a des contrôles a posteriori plus fréquents avec des sanctions beaucoup plus lourdes, puisqu'on peut arriver jusqu'à 20 millions d'euros, 4% du chiffre d'affaires. Donc, Stéphane nous disait tout à l'heure, le contrôle, il a été informé moins d'une semaine avant qu'il ait lieu. Donc autant vous dire que si vous n'avez pas entrepris votre mise en conformité en amont, ça va mal se passer. Et sachant que le contrôle, vous pouvez être informé le jour où il débute. C'est-à-dire qu'à 8 h du matin, on sonne à votre porte et c'est les agents de la CNIL qui vont vous informer que vous êtes contrôlé. Alors qui peut être contrôlé? Tout établissement établi sur le territoire français. Le simple recours à des moyens sur le territoire français font qu'on peut être contrôlé. Et on ne va pas s'étendre là-dessus, ce sont des choses assez simples. Ce qui est intéressant, c'est qu'on peut, si vous êtes un groupe international, c'est que vous pouvez être contrôlé dans tous vos établissements européens le même jour avec une action coordonnée de toutes les CNIL européennes. Donc là, par exemple, c'est ce qui va pendre au nez de Google ou de Facebook, où il y aura très probablement un jour un contrôle qui aura lieu à la fois en Irlande, en Belgique, en Allemagne, en France, en Italie, etc. Donc le contrôle commence, les agents CNIL vous ont lu entre guillemets vos droits, et se pose la question, est-ce qu'on peut s'opposer au contrôle? Eh bien oui, il suffit pour ça de saisir sous la forme des référés, donc une procédure d'urgence, le juge des libertés,
Le juge des libertés, c'est un juge qui siège au sein du tribunal judiciaire du lieu du contrôle. Donc nous, on était à Montpellier. Si on avait un problème, par exemple, je sais pas, moi ça fait 20 ans que je fais du droit des données personnelles, il se peut tout à fait que un des agents qui contrôle, je le connaisse, et qui est du coup un conflit d'intérêts. Dans ces cas-là, hop, on saisit le JDL en référé, et c'est celui de Montpellier, pour aller vite. Alors moi, je recommande pas, sauf conflit d'intérêt, de vous opposer à un contrôle CNIL, parce que ça risque de plus les énerver qu'autre chose. Et la CNIL, c'est pas un vilain gendarme qui va vous mettre une amende parce que vous êtes à 100 au lieu de 110. Non, le but, c'est de vérifier ce que vous faites et seulement de sanctionner les gros manquements. On peut pas leur opposer le secret des affaires. En revanche, les secrets professionnels consacrés par la loi peuvent leur être opposés. Donc on a 2 agents CNIL, en général un ou une juriste, un informaticien, et le contrôle peut durer plusieurs jours. Donc évidemment, il faut mieux se faire assister. Donc comment ça se passe? Ils vont prendre copie d'un maximum d'informations, à la fois techniques, c'est-à-dire prendre copie de vos bases de données, demander l'accès à vos algorithmes, à vos programmes, à votre code source, mais ils vont aussi prendre des documents juridiques, des contrats, des formulaires, des devis, des emails que vous envoyez à vos clients, à vos prospects, pour voir à chaque fois si on délivre correctement l'information. Ensuite, la CNIL ramène tout ça dans ses locaux, et s'ensuit une période de minimum 4 mois où ils vont instruire les documents qu'ils ont entre guillemets saisis, enfin, dont ils ont pris copie. Donc ce qui est ultra important, c'est qu'avant qu'ils partent avec vos documents, il y a un procès verbal qui est dressé. Ce procès verbal, c'est ce qui va fonder ou non des poursuites ultérieures. C'est-à-dire que les agents CNIL vont prendre, le service des contrôles va prendre une recommandation, dire tiens, effectivement, on va mettre une sanction. Et là, la commission des sanctions, qui est donc 6 personnes au sein de la CNIL, va regarder ce PV pour voir si ça vaut le coup de vous poursuivre. Donc là, il faut vraiment négocier mot à mot, virgule par virgule, ce PV, parce que nous, on y a passé bien 2 heures à faire réécrire tout ce qui nous convenait pas pour être le plus clair possible. Donc à l'issue du contrôle, on peut avoir une clôture sèche, c'est-à-dire très bien, vous êtes dans les clous. Une clôture avec préconisation, nous c'est ce qu'on a eu, avec préciser des bases légales, parce qu'on les avait précisées, mais c'était apparemment pas assez clair pour la CNIL, et rajouter un nombre de caractères au mot de passe, alors qu'on était déjà conforme à la délibération CNIL sur les mots de passe de 2017. Donc vous voyez des choses tout à fait bénignes et anodines. Si on a des gros manquements, on peut avoir un rappel à l'ordre, des mises en demeure, limitation, suspension du traitement, et stade ultime, l'amende administrative. La grosse sanction, souvent, c'est juste que la sanction est rendue publique. On a plusieurs entreprises, elles ont fait l'objet d'une mise en demeure publique, elles se sont mises en conformité, mais elles ont perdu la confiance de leurs clients, de leurs investisseurs, et elles ont mis la clé sous la porte. Donc c'est pas seulement la peur des 20 millions d'euros, c'est surtout un vrai préjudice d'image. Donc ce qui est intéressant d'avoir vécu ce contrôle, c'est que ça permet de vraiment voir quelles sont les priorités de la CNIL, qu'est-ce qu'elle cherche en premier, parce que évidemment la conformité, là on voyait tout à l'heure Kevin montrait un sondage où certaines entreprises s'estiment parfaitement en conformité. En fait, personne n'est en conformité. Même mes clients ne le sont pas. Donc c'est pour dire que personne ne peut vraiment l'être. C'est un Graal, c'est un but, mais qu'on doit toujours remettre, 100 fois, on remettra son ouvrage sur le métier pour vérifier que ce qui était conforme hier, elle est encore aujourd'hui. Donc, premier axe de recherche pour la CNIL, c'est comment sont garantis les droits des personnes. Information, consentement, exercice des droits, etc. Deuxième élément, quelles sont les bases légales de vos traitements. Troisième élément, comment vous assurez une espèce de chaîne de conformité de la création de vos traitements jusqu'au contrôle de vos sous-traitants, de vos salariés, etc. Et enfin, le quatrième axe, c'est tout ce qui va concerner la sécurité informatique. Donc la protection des droits des personnes, c'est le premier point. L'information est un élément essentiel.
Ça a été déjà le cas en 1978 quand la loi a été votée, et c'était réaffirmé par le RGPD qui met très en avant le principe de transparence. Donc évidemment, l'instrument privilégié, c'est la politique de traitement. Donc là, on doit avoir une information claire, concise et didactique. C'est-à-dire qu'on ne fait pas comme certaines entreprises, certains GAFAM qui vont, faire des politiques de traitement de 50 pages avec 87 renvois à d'autres documents en français, en anglais. Et puis finalement, quand on épluché tout ça, on ne sait toujours pas ce qu'ils font avec nos données. Donc là, on peut prévoir, nous c'est ce qu'on avait fait par exemple avec Polygma, c'est une politique de traitement à tiroir, une information extrêmement condensée, puis une information un peu plus complète, et puis pour les agents CNIL, une information très dense. Donc ça c'est bien, mais c'est pas suffisant. En fait, on doit faire figurer nos informations partout, sur nos formulaires de collecte, évidemment, que ce soit des formulaires papier ou web, dans les mails, dans les devis, dans les factures, dans les contrats. Bref, dès qu'on communique à l'endroit d'une personne, ben, on doit lui dire comment on a eu ces données, qui en est responsable, à quoi elles nous servent, etc., etc. La personne est informée, donc déjà ça c'est un très bon point, parce qu'un traitement, si on n'informe pas, la personne ne pourra jamais exercer ses droits. Donc on l'a informée et pas de bol, elle exerce ses droits. Donc droit d'accès, elle va nous demander de pouvoir lui ressortir toutes les données qu'on détient et de lui communiquer sous une forme intelligible. Donc ça c'est un vrai challenge à faire pour retrouver dans la base de données, ok, on va retrouver son profil, mais pour retrouver sur une boîte mail, dans un tableur, dans un document texte, si cette personne est nommément désignée, ça va être beaucoup plus compliqué. Donc là, heureusement, bah, on a une solution technique qui est récente et qui est extrêmement innovante, parce que ça n'existait pas avant, que je vais laisser Olivier vous présenter. Merci Julien. Alors, juste le temps. Ah, pardon. Kevin, mon écran apparaît, c'est bon? Oui, c'est tout bon. D'accord. Donc, effectivement, cet outil, c'est Tagomega. Et Tagomega, je dirais, sa seule mission, elle est de trouver les données, de les classer, de les mettre en ordre et vous permettre de les exploiter. Et plus particulièrement, les données personnelles. Comment ça marche? C'est assez simple, on lui définit où aller scanner. Donc, ça peut être un répertoire, un serveur, une boîte mail, des boîtes mail. Tout ça, ça se définit donc sur la gauche dans ce qu'on appelle les sources. Et vous les déclarez au fil de l'eau, pas besoin de tout planifier avant d'allumer la machine. On peut faire ça progressivement. Et vous avez 3 niveaux de zoom, si j'ose dire, sur ces données. Niveau macroscopique, c'est celui qu'on a là. Sur l'ensemble des données que nous avons pu scanner, j'obtiens le ratio des documents qui contiennent une donnée personnelle et ceux qui n'en contiennent pas. Donc ça, bien évidemment, c'est très intéressant dans les phases de sensibilisation, parce qu'un DPO qui doit faire son job, aller de service en service, inventorier les traitements, tout ça, s'il s'appuie sur effectivement des infos macroscopiques, il sait par où commencer. Enfin, en tout cas, il a des inputs pour un petit peu mieux orienter son travail. Donc, sa première information macroscopique, pardon, et puis une autre information un peu plus fine, c'est sur le profil global des différents types de données personnelles que Tagomega s'est détecté. Il s'est détecté de deux manières automatique. Donc, on a 10 types de données personnelles qu'on s'est détectées aujourd'hui, donc du numéro de sécurité sociale, de l'IBAN, la carte de crédit, bon voilà, ces choses qui rentrent à peu près aisément dans une équation, avec un peu d'intelligence quand même dedans. Il s'est détecté une personne sous forme d'un nom, un prénom dans un contexte particulier. 18 rue Victor Hugo, il ne va pas créer la personne Victor Hugo, il sait qu'il s'agit d'une adresse. Et puis aussi, bien évidemment, comme vous le savez, il n'y a pas de liste exhaustive des données personnelles. Il y a par exemple toutes les données d'orientation politique, syndicale, religieuse, que sais-je. Et dans ce cas-là, on va utiliser le moteur de recherche plein texte de Tagomega qui, à partir d'un mot, va extrapoler, il va rechercher d'autres mots qui ont trait au même concept. Donc, si je mets maladie, par exemple, je vais trouver d'autres termes, d'autres échanges, typiquement autour, par exemple, de la convalescence, des médicaments, ce genre de choses. Donc là, ça va permettre à l'outil de guider le DPO vers des conversations, des échanges, où typiquement, voilà, peut-être entre une
une DRH et un employé en arrêt maladie, il peut y avoir des échanges tout à fait légitimes à un moment donné, mais que ce soit gardé, que ce soit peut-être ouvert un peu trop facilement, là, ça pose un problème du point de vue du RGPD. Donc, en fait, voilà, il n'y a pas de liste exhaustive de données personnelles, mais Tag Omega permet vraiment d'en détecter une partie de manière automatique, d'une autre d'une manière un peu plus intelligente, un peu plus humaine, si j'ose dire. Et c'est ça vraiment tout l'apport de Tag Omega. Donc, exercice des droits, effectivement, ça c'est vraiment le casse-tête maintenant de toute organisation qui essayait, s'est mise en conformité, qui a son DPO, parce que l'exercice des droits, effectivement, dans tout ce qui est données structurées, donc CRM, ERP, enfin toutes vos bases de données, on pourrait rentrer le nom de la personne, son email, peut-être un identifiant, et là on aurait des informations qui remonteraient. Enfin, je vous le souhaite, bien évidemment. Mais ce qui est compliqué, c'est tout le reste, tout ce qui est données non structurées, parce que cette personne, on a sûrement échangé avec elle sous forme d'email, il a fait des devis, enfin, des choses qui ne sont pas nécessairement référencées dans ces outils de données structurées, ou en doublon, comme très souvent, malheureusement. Et c'est là où Tag Omega va vous permettre de vraiment tout de suite d'éclairer ces infos, de les trouver, et puis de permettre au DPO de faire son job, de les condenser, et puis de répondre à la personne. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, Tag Omega, c'est détecter directement une personne via un nom et un prénom, par exemple. On va passer au second niveau de zoom de Tag Omega, c'est-à-dire que maintenant, je sais que j'ai, en l'occurrence, 1928 personnes citées dans mes documents ici. Et maintenant, je peux aller voir la liste plus précise. Donc là, on passe au niveau intermédiaire, où là, je vois la liste de toutes les personnes quand il est détecté automatiquement par Tag Omega. Donc, imaginons qu'on a un monsieur Martin qui veut exercer ses droits. Voilà, mon petit filtre me permet de voir que j'ai un Martin Alain, 16 documents le site. OK, je vais cliquer dessus. Et là, ça va simplement créer un filtre qui va occasionner la mise à jour de toutes les cases que vous voyez ici, qu'on appelle des facettes. Donc, toutes les infos que j'avais tout à l'heure maintenant sont toujours présentes, mais elles sont mises à jour par rapport aux documents qui citent M. Martin. Tout à l'heure, je ne sais pas si vous avez vu, on avait des NIR, par exemple. Là, j'en ai plus. Par contre, j'ai 16 documents et les 16 contiennent un IBAN. OK. Donc, on va continuer notre travail de réponse à l'exercice des droits. Voilà la liste de ces fameux documents. Et Tag Omega, si je le souhaite, et maintenant, je vais pouvoir ouvrir, on le verra tout à l'heure dans la seconde démo, ce document et voir l'information. Mais très honnêtement, je n'ai pas besoin de savoir quel est l'IBAN de M. Martin quand je vois son bulletin de paye. Donc là, bien évidemment, je me restreins. Je respecte le RGPD en utilisant Tag Omega. Donc, on minimise, on l'utilise vraiment que pour le dessin nécessaire ici. Donc là, je suis au service HR, donc tout va bien. Voilà, on a demandé son IBAN à M. Martin pour pouvoir le régler, il n'y a pas de souci. Tout ça apparaît dans le bulletin de paye, c'est bon. Par contre, si je continue un petit peu à regarder les résultats obtenus, je vois que j'ai des relevés de compte. Et ça, même si là, je suis dans le cadre d'une démo avec un jeu fictif, moi, je peux vous dire que c'est un cas réel que on a déjà rencontré. Alors, ce n'était pas un IBAN, en l'occurrence, c'était un numéro de sécurité sociale. On a déjà rencontré chez un client qui avait pourtant tout bien fait, mais simplement avec un portail sécurisé pour ce genre d'informations. Mais malgré tout, il y avait des échanges via email qui se faisaient par le service marketing. Et même si dans les emails, on interdisait d'utiliser cette adresse pour autre chose que des échanges commerciaux, les clients continuaient, enfin les sociétaires continuaient d'envoyer ce genre d'informations via l'email. Donc on se retrouvait avec des numéros de sécurité sociaux au service marketing. Donc là, il fallait bien évidemment derrière agir pour sécuriser tout ça, le minimiser et tout ce qui va bien. Donc là, clairement, voilà, Tag Omega m'a permis d'identifier 16 documents, les 16 documents qui citent M. Martin. Après, on va pouvoir les ouvrir un par un, voir ce qu'il y a dedans et pour pouvoir effectivement répondre à sa demande. Et puis, au passage, je vais pouvoir aussi tout de suite gérer certains risques évidents. Donc, en l'occurrence, les relevés de compte que j'ai ici, je peux carrément tout de suite, si je le souhaite, les supprimer. Voilà, c'est un cas très particulier. Dans la plupart du temps, l'information doit plutôt anonymiser le document parce qu'il y a d'autres infos utiles autour de l'information personnelle recherchée. Mais dans ce genre de cas, on pourrait même carrément supprimer le document. Donc voilà, pour faire très simple, mais c'est aussi la réalité, comment Tag Omega vous permet d'accélérer de manière assez phénoménale l'exercice des droits en complétant les recherches que vous ferez dans les données structurées. Ce que je n'ai pas dit aussi, excusez-moi, c'est que cette liste des documents ici, on peut bien évidemment l'exporter.
tu vas pouvoir exporter sous un format plutôt humain, enfin type Excel, mais aussi d'autres formats qui permettront derrière de traiter ces documents, donc de les taguer, de les déplacer, de les dupliquer, enfin, on va faire tout ce qui peut faciliter votre réponse à l'exercice des droits. Ça, c'est tout à fait aussi envisageable. Voilà. Voilà, Julien, je peux te repasser la main à présent. Eh bien, avec plaisir. Donc ouais, cette question de l'exercice des droits, elle est quand même cruciale, parce que tout à l'heure, c'est ce que je disais, c'est souvent pourquoi on a un contrôle CNIL, c'est parce qu'il y a une plainte, et la plainte, elle est consécutive au fait qu'on n'ait pas répondu correctement à une personne qui demandait, par exemple, l'effacement de ses données ou la communication de ses données. Donc, deuxième axe qui va guider le contrôle, c'est la recherche des bases légales. Donc, je vous les ai listées, pardon. Les trois principales, c'est consentement et exécution du contrat, intérêt légitime. Et ce qui veut dire que pour chaque traitement, il va toujours falloir se poser comme question, quelle est ma base légale? Est-ce que je peux solliciter le consentement des personnes? Oui, non. Si je peux le solliciter, tant mieux. Si je peux pas, pourquoi? Parce que les données sont nécessaires à l'exécution du contrat. Je veux être livré d'un bien, il faut que je communique une adresse. Je ne peux pas solliciter le consentement. Par exemple, c'était le cas avec le traitement de la liste électorale par les clients de Polygma, qui injectent ensuite dans la solution récit. Évidemment, on ne peut pas leur solliciter leur consentement. Donc, du coup, notre base légale, ça a été l'intérêt légitime. Et là, on a dû vraiment bien expliquer tout ça aux agents de la CNIL. Donc, très important. Troisième point, la chaîne de conformité. Donc, quand on parle de chaîne de conformité, on imagine tout de suite la question des sous-traitants. Je pense que vous avez tous reçu des messages de vos donneurs d'ordre, enfin de vos clients qui vous demandaient si vous étiez conforme RGPD. Mais la chaîne de conformité, c'est pas que ça. Ça commence déjà dès la création du traitement, où on va essayer de mettre en place des mesures de privacy by design. Il se trouve que peut-être que vos traitements sont anciens et que vous n'avez pas pu le faire. Donc dans ces cas-là, on va essayer de faire évoluer. Et si on ne peut pas faire évoluer, on va garder des traces, de dire nous, on voulait faire de la privacy by design, on voulait faire ça, mais en fait, on ne pouvait pas. Et comme ça, en cas de contrôle, vous pourrez justifier pourquoi c'est pas privacy by design, parce qu'on avait des contraintes de développement qui nous ont empêché de le faire, mais on voulait le faire. Donc les formalités préalables, tout le monde dit qu'elles ont disparu avec le RGPD, c'est pas complètement vrai. C'est pas complètement vrai parce que l'article L226-16 du Code pénal, qui réprime l'absence de formalité par 5 ans d'emprisonnement et 300 000 € d'amende, lui, il existe toujours. C'est juste que les formalités, elles ont été remplacées de manière très schématique. Tout ce qui était avant soumis à déclaration doit désormais être consigné dans notre registre des activités de traitement, mais lui tout seul ne suffit pas. C'est-à-dire que non seulement on doit avoir un registre de nos activités de traitement de données à caractère personnel, mais quand on traite des données personnelles pour le compte d'un de ses clients, par exemple, là on est sous-traitant, il nous faut un registre des activités qu'on mène en tant que sous-traitant. Il nous faut également un registre sur les violations de données dont on a pu être victime. C'est-à-dire que là, on a la double casquette. À la fois, on est victime du hack, mais d'un autre côté, on est aussi potentiellement coupable d'un manquement à l'obligation de sécurité. Et là, on a une obligation de notification à la CNIL des violations de données. Donc, si vous avez un registre des violations qui indique, je ne sais pas, 4 violations à des dates différentes et que vous les avez jamais notifiées, là, on a un risque de sanction. Enfin, pour les traitements les plus dangereux, on doit faire une analyse d'impact sur la protection des données. Alors, vous allez me dire, comment savoir si un traitement est dangereux? En faisant une analyse d'impact. Donc, c'est un peu la poule et l'œuf. Donc, nous, avec Polygma, on s'est dit, on ne traite pas de données politiques. On pourrait le faire, mais on n'infère pas une opinion politique, on n'est pas Cambridge Analytica. Mais on s'est dit, si on se fait contrôler, il faut qu'on puisse démontrer qu'on a fait ça. Donc du coup, même si on n'avait pas besoin, on a réalisé notre analyse d'impact. Et ce qui a été particulièrement intéressant, c'est que après nous avoir dit, c'est bon, Polygma, vous êtes conforme, la CNIL a rendu public ses recommandations pour la prospection politique, et elle a dit, même si c'est pas toujours imposé, c'est quand même mieux de faire notre analyse, de réaliser votre analyse d'impact. Donc on voit qu'on a vraiment pesé sur l'élaboration de la doctrine de la CNIL. Donc pour la constitution des registres, je vais laisser Olivier vous montrer. Si tu me permets juste de t'interrompre un instant. Oui. Ouais, en fait, la CNIL a rendu un avis d'ailleurs
qu'elle a partagé sur son site internet. Vous retrouverez l'article de la CNIL sur son site qui date du 10 février où elle présente ses recommandations concernant l'utilisation des solutions numériques dans le champ politique. Ce qui était très amusant, c'est qu'on a eu le retour de la clôture de l'instruction de la CNIL mi-février et que le 10 février, en fait, quand on a pris cet article-là, Julien, on a fait ce travail avec Julien, c'est que tous les paragraphes de l'article de la CNIL sur son site correspondaient en fait à ce qu'on avait mis en œuvre de notre côté. Évidemment, on n'était pas cité comme tel dans l'article de la CNIL parce que la CNIL ne peut pas se permettre de mettre en avant une société quelle qu'elle soit. Mais ce qui était très amusant, c'est qu'évidemment, chaque paragraphe faisait quasiment mention à ce qu'on avait mis en œuvre, si je ne m'abuse, Julien. Ouais, c'est complètement ça. On a vraiment pesé sur l'élaboration de la doctrine de la CNIL, quoi. Alors, je laisse Olivier nous présenter comment Tagomega va nous aider à faire le registre. Ça, c'est pas une mince affaire non plus. Merci. Je rebondis quand même sur ce que vous avez dit tous les deux. Enfin, clairement, quand la team est venue chez vous, ils n'ont pas perdu leur temps. Hein. On est d'accord. Ah non, c'est clair. Je pense que là-dessus, ils ne sont pas venus pour rien. Alors, effectivement, donc vous voyez mon écran, j'imagine. Donc tout à l'heure, on recherchait des informations liées à une personne dans le cadre de l'exercice des droits. De manière plus large, quand on veut effectivement constituer le registre des traitements, une des manières, effectivement, et je ne dirais pas une des manières, une manière complémentaire du déclaratif, donc de ce que les gens vont vous répondre quand vous leur demandez, quand vous leur expliquez ce qu'est une donnée personnelle, ce qu'est un registre, ils vont commencer à vous donner des idées pour identifier et mettre ça en forme. Ce qui est tout à fait intéressant, c'est d'utiliser Tagomega en amont pour les sensibiliser à ce qu'est une donnée personnelle. Donc, à ce moment-là, ils vont mieux comprendre ce que c'est. Et puis, donc, ils vont pouvoir, après, vous allez pouvoir enchaîner sur la discussion et sur les traitements. Mais bien évidemment, aussi trouver les données qui sont là, qui ne font pas l'objet d'un traitement, qu'il faut traiter, un peu comme tout à l'heure, je l'ai montré avec ce relevé de compte. Donc, imaginons que, par exemple, on veuille aller voir ce qu'il y a dans les emails. Donc, Tagomega, je le répète, va dans les répertoires, dans tous les documents, et puis aussi dans les emails. Donc, depuis mon tableau de bord macroscopique que j'ai ici, je vais changer, je vais passer sur le général qui lui va me donner des informations de type plus IT, telles que le type du fichier. Donc, en l'occurrence, je vais aller dans mes emails. Alors, pour les emails, techniquement, on peut y aller de deux manières. Quel que soit le type d'email, si vous faites un export au format EML, on va aller dedans, comme on fera un export d'une base de données structurée, ça, il n'y a pas de souci. Et puis, bien évidemment, si c'est un email, vous utilisez une messagerie de type Exchange, là, on va pouvoir, car on a le connecteur pour s'y connecter directement. Et pratiquement en temps réel, toutes les 3 secondes, on va scanner tout ce qui se passe sur cette boîte mail ou ces boîtes mail, de manière à avoir une vision encore plus fine. Donc, ce que je vous montre là, c'est la version de base, si j'ose dire. On a des fichiers email qui ont été exportés. Donc, c'est fait, j'en ai 3, OK. Je rebascule sur les conformités. J'ai une idée sur la physionomie de ce qui est inclus dans ces emails, en termes de données personnelles. Ce qui attire mon attention, c'est ce CSN. Voilà le document lui-même. Donc là, on va basculer maintenant, on passe en zoom microscopique, on va carrément aller voir cette donnée. Donc je clique sur l'email et là j'ai 3 onglets qui correspondent aux 3 passes du fonctionnement de Tagomega. Première passe, il va dans partout, là on lui dit d'aller, et tous les documents, il va glaner les métadonnées de chacun des documents. Et ces métadonnées vont être recopiées sur le disque dur réel ou virtuel de la machine de Tagomega. Donc rien n'est dupliqué ni déplacé sur vos systèmes d'information. À partir de ces métadonnées, qui d'ailleurs peuvent contenir de la donnée personnelle, ce qui est le cas ici, donc elles seront versées dans les répertoires qui correspondent aux données personnelles, on va pouvoir voir si un document qui contient du texte. Si c'est le cas, on recopie le texte brut que voici, pareil, sur le disque dur de la machine. Et une fois qu'il est là, on va l'analyser. Et là, c'est la 3e phase, et forcément la plus intéressante, où là, j'ai une colonne centrale supplémentaire qui apparaît avec toutes les données automatiquement détectées dans ce document, et le texte apparaît à droite. Et ce SSN qui a attiré mon attention, je clique dessus, il apparaît automatiquement dans ce contexte. Et là, continue ou commence le travail du DPO. On a une information, on vérifie d'abord que c'est bien un vrai SSN, parce qu'on pourrait avoir une suite de chiffres qui correspondrait au format, mais qui serait dans un numéro de SIRET, un numéro de série, que sais-je. Donc, on vérifie que ce n'est pas un faux positif. Et puis, on analyse ce qui se passe autour. Donc là, effectivement, oui, j'ai un SSN.
une personne physique est citée en face, en plus elle a été détectée, elle fait partie des 3 personnes détectées, et voilà, est-ce que c'est légitime ou pas? Et bien là, sans même changer de tableau de bord, je sais que je suis dans le répertoire, dans l'arborescence qui appartient au dossier communication. Donc a priori, il n'y a aucune raison pour qu'un numéro de sécurité sociale, même s'il est américain, soit présent dans le service communication. Donc bien évidemment, voilà, on va interroger les personnes de service et puis on essaie de comprendre ce qui s'est passé, si c'était un épiphénomène ou quelque chose de régulier. Mais là, on est allé jusqu'à l'information elle-même. Donc le 3e niveau, le niveau microscopie de Tag Omega. Et tout ça, on l'a fait sans avoir à toucher au document. Même si là, une fois que Tag Omega a scanné, a fait les 2 premières passes, il a tout recopié sur son disque, on peut même imaginer le débrancher. Les informations sont toujours là, elles sont toujours dans la boîte, et on peut y accéder, même si entre-temps, l'info a été supprimée ou déplacée. Et on l'a bien évidemment avec tout type de données personnelles, ce niveau de précision de zoom, tout simplement. Donc pour moi, Tag Omega, sur la partie les registres, c'est vraiment, on l'utilise sur la partie sensibilisation, parce que idéalement, voilà, une idée que je soumets à chaque fois au DPO, je dis, imaginez que vous le fassiez tourner sur un service avant d'aller l'auditer. Quand vous arrivez, vous faites votre pédagogie, mais votre pédagogie, votre information s'appuie sur les données que vous avez déjà trouvées. Donc ça va aller beaucoup plus vite, ce sera tangible. Et puis aussi, donc vous allez plus vite, et puis vous allez aussi travailler mieux parce que vous verrez les données auxquelles les gens n'auront naturellement pas pensé si on se base que sur le déclaratif. Et bien évidemment, Tag Omega, il a toute vocation à rester branché sur le système d'information parce que toute entreprise qui n'évolue pas meurt. Donc naturellement, des nouveaux traitements vont sûrement apparaître ou il faudra peut-être les modifier. Donc Tag Omega reste, veille et il vous permet d'avoir une vision microscopique, macroscopique ou intermédiaire sur toutes vos données pour surveiller tout simplement ce qui se passe dans l'entreprise. Et le DPO, qu'il soit interne ou externe, peut accéder à ces informations pour continuer son travail, on va dire dans la partie maintien en conformité de l'organisation. Voilà ce qui était de cette 2e et dernière démonstration. Alors, donc, on a vu que ce que recherchait la CNIL, c'était comment on garantit les droits des personnes, quelles sont nos bases légales. On en était à la chaîne de conformité, donc ça y est, on a créé notre registre, tout va bien. Il faut contrôler ses sous-traitants, c'est quelque chose d'assez bateau, donc je vais pas m'appesantir là-dessus. Il faut contrôler ses collaborateurs, avoir les clauses appropriées dans les contrats de travail, avoir une charte d'utilisation des moyens informatiques, etc. Le dernier point, c'est la sécurité des données. C'est à peu près les 2/3 des sanctions. Souvent sanctions sèches, c'est-à-dire que normalement, on a un délai de mise en conformité quand les manquements sont pas très graves. En revanche, certains manquements à la sécurité, s'ils sont grossiers, c'est sanctions immédiates, sans délai de mise en conformité et publique. Donc cette sécurité, on la conçoit à 3 niveaux. La sécurité physique, des locaux soumis à du contrôle d'accès, des armoires qui ferment à clé, etc. Sécurité logique, la politique des mots de passe, c'est une des premières choses que nous ont demandé les agents CNIL quand ils sont intéressés à la sécurité. Et enfin, le parent pauvre de la sécurité informatique, c'est souvent ce qui se passe entre la chaise et l'écran. Et donc, c'est hyper important de former son personnel à la sécurité, mais bon, là, c'est pas le boulot de l'avocat. Donc, c'était rapide, mais bon, c'est très vaste un contrôle et j'espère qu'on va avoir pu fournir des informations utiles. Parfait, merci beaucoup du coup Julien pour ton intervention et merci également en fait à tous, à Olivier et à Stéphane. Donc on va conclure très rapidement du coup sur ce webinaire. Simplement pour, alors je vais remettre sur la bonne slide, excusez-moi. Voilà, simplement en fait pour conclure sur le fait que voilà, vous avez la possibilité de tester également donc notre outil Tag Omega sur une journée. Donc voilà, on installe on va dire la solution chez vous et en fait on fait en fait un audit pendant une journée en fait au travers de nos data personnelles et on fait des recommandations en fait à l'issue de tout cela. Alors on va passer en fait aux questions-réponses.
Tout d'abord, un tout petit peu en fait avant les questions-réponses, simplement pour conclure, vous avez pu remarquer donc mise en place du coup de cette nouvelle réglementation donc, du RGPD, que bien souvent les entreprises estiment que c'est une véritable contrainte en fait, parce que c'est des choses qu'ils n'avaient pas l'habitude de faire, de s'atteler, on va dire, un nouveau mode de gestion autour des données à caractère personnel. Et de plus en plus, ce que l'on constate et on le voit aujourd'hui en fait avec Polygma, c'est que cette contrainte devient une opportunité. Une opportunité parce que le fait de mieux gérer ces données au sens large du terme, et plus particulièrement donc les personnels, permet en fait d'avoir un avantage concurrentiel parce qu'on connaît mieux ces datas et on sait que demain et même aujourd'hui, la data c'est le cœur du business un grand nombre d'organisations. Et donc ça devient en fait un argument commercial et ça permet d'afficher une image beaucoup plus vertueuse et respectueuse du coup du fait d'un meilleur contrôle donc de ces données et de permettre quelque part de surfer sur cette nouvelle image-là en fait auprès de vos clients et de vos prospects parce que vous gérez mieux du coup leurs données quelque part qui vous sont confiées. Donc il y a cette notion-là qu'on vous confie du coup ces données-là et vous n'en êtes plus, même si ça n'a jamais été le cas, on n'a jamais été propriétaire, mais on a toujours eu ce sentiment que du coup la donnée que l'on avait en fait au sein de nos organisations, eh ben, on avait un peu le sentiment qu'on pouvait en faire ce que l'on en voulait, même si effectivement la CNIL avait des réglementations en fait avant préalables qui devaient protéger ces données-là, mais le RGPD a mis un coup d'accélérateur et a fait une prise de conscience générale partout en Europe sur toutes les organisations. Donc c'est quelque part en fait un mal, mais pour un grand bien de toute façon, puisque ça va aussi, ça protège également la souveraineté de nos entreprises à l'échelle mondiale, puisque c'est aussi également pour ça que le RGPD a été mis en place. Alors je vais faire, du coup, je vais afficher en fait vos différentes questions et je vais faire intervenir soit le cas échéant, soit Julien, soit Olivier, soit Stéphane. Alors, toute première question, donc ce sera plutôt pour Stéphane de Polygma. Donc la confiance est également centrale, alors car protéger, ça concerne l'outil de Polygma, car protéger nos données selon la réglementation RGPD est une chose, mais dans le milieu politique, quand il s'agit d'élections, comment s'assurer que nos données ne sont pas utilisées à notre insu pour nous amener à voter une personne ou une liste plutôt qu'une autre, sans en avoir conscience, mais seulement en ayant accès à nos préférences, etc. Alors, si la question s'adresse à Polygma, je vais essayer de répondre. Madame Mathieu, votre question, en fait, elle est, alors si je la comprends bien, hein, c'est de savoir si éventuellement on est capable de déterminer les préférences individuelles d'un électeur sans son accord. Dans tous les cas, ce n'est pas possible. En fait, pour devenir un contact régulier, l'électeur va formuler le fait qu'il accepte qu'on puisse le contacter physiquement, qu'on puisse le contacter par mail, par SMS, qu'on puisse être en communication avec lui, quels que soient les canaux de communication, que ce soit physique, numérique ou uniquement par courrier, par exemple, et que derrière, cette personne qui accepte de devenir un contact régulier accepte qu'on puisse renseigner des informations le concernant, mais uniquement dans l'échange qu'on a avec lui. À partir du moment où cet électeur a accepté de devenir un contact régulier, il a un droit d'accès et un droit d'opposition sur ces données. Donc ça veut dire que si je prends Madame Michu sur le terrain politique qui est venue au cabinet du maire pour un problème de voirie et que le cabinet du maire a enregistré, par exemple, dans un chargé de mission ou même peut-être le directeur de cabinet, a enregistré une information concernant Madame Michu. Madame Michu, en fait, va être informée qu'elle devient un contact régulier et qu'elle a un accès total aux informations concernant éventuellement les mots-clés ou une note qui aurait été saisie par son interlocuteur au cabinet de la mairie. Dans ce cadre-là, en fait, Madame Michu peut très bien demander avoir accès à ces données-là. Et on rappelle, et dans la solution, c'est extrêmement important, les notes et les mots-clés qui sont utilisés par les utilisateurs de la solution doivent être conformes à la loi informatique et liberté concernant les mentions sur des individus qui doivent être respectueuses de la loi, pas d'appartenance syndicale, pas d'appartenance politique, etc., etc.
ce qu'on a constaté dans l'usage de notre solution, c'est qu'en fait, les électeurs n'ont pas le sentiment dans ce cas-là d'être, j'ai envie de dire, influencés sans conscience, qui serait quand même un outil extrêmement dangereux, si on peut le percevoir de cette manière-là. Mais je ne vois pas comment on pourrait influencer quelqu'un sans qu'il ait conscience de ce qu'il met dans l'urne en termes de bulletin. Ça me semble un peu compliqué. Par contre, on est bien d'accord qu'à partir du moment où moi je suis électeur et j'accepte de devenir un contact régulier, en fait, ça a une valeur politique considérable. Parce que le candidat à une élection ou l'élu en mandat, un député par exemple, qui a dans ses contacts un certain nombre d'habitants de la circonscription dans laquelle il se trouve, qui lui font remonter des informations, avec qui il discute régulièrement, en fait, c'est un acte de confiance politique. C'est-à-dire que le but de notre solution, c'était vraiment de dire il faut faire le lien avec les électeurs, mais il faut le faire de manière propre. Si on le fait de manière propre, il faut que les électeurs puissent avoir accès sur demande, évidemment, aux informations les concernant, puissent effacer leurs données, porter leurs données ailleurs, ou ne plus être référencés comme tels grâce au droit d'opposition, mais qu'évidemment, quand un électeur a fait le geste de faire le lien avec un homme ou une femme politique, en fait, c'est un acte de confiance qui a une valeur très importante. Et en fait, nos utilisateurs ont compris ça très rapidement, c'est qu'en fait, ils avaient l'habitude d'avoir des listes de contacts, du fichier Excel, leur carnet d'adresses sur leur téléphone portable, etc., sans se rendre compte en fait qu'ils n'étaient pas conformes par rapport au règlement général sur la protection des données personnelles. Là, ils disposent de l'accord des individus, des électeurs, et du coup, la relation est beaucoup plus saine. En fait, on est dans une relation où, en fait, si l'électeur a accepté de devenir un contact régulier, c'est que d'une certaine manière, il y a un accord de confiance avec l'élu ou le candidat aux élections. J'espère que ça répond à votre question. Julien, tu peux peut-être compléter si sur le plan juridique, ça te semble voilà, conforme par rapport à ce que nous faisons. Il me semble que, évidemment, c'est derrière les termes juridiques que la confiance se construit. En fait. Précisément, oui. Non, je suis complètement très bonne analyse, pardon. Ok, on va passer en fait à la J'espère qu'on prochaine. a répondu à votre question, Madame Mathieu. Sinon, n'hésitez pas en fait à vous manifester, on reviendra vers vous plus personnellement. Donc, autre question, donc dont la réponse sera certainement beaucoup plus courte, et toujours pour toi, Stéphane. Comment formalisez-vous le consentement des particuliers? Alors, j'ai répondu à cette question-là. En fait, on a un formulaire qui est visible sur électeur.polygma.com. On embarque, par exemple, sur le site internet d'un candidat ou sur le site internet d'une collectivité territoriale. Ce formulaire, en fait, permet d'obtenir l'accord en toute conformité. C'est un opt-in, en fait, dans tous les sens du terme, qui va permettre, en fait, à l'électeur d'accepter qu'on puisse rentrer en contact avec lui. Ça permet d'ailleurs au passage, ce qui est très intéressant, par exemple, dans le cas d'une campagne électorale, c'est un excellent moyen, par exemple, pour travailler en fait à l'inscription des électeurs sur un territoire. Pourquoi? Parce qu'en fait, on a été capable, dans nos modélisations statistiques, puisqu'on redescend un certain nombre de données à l'échelle des bureaux de vote, par exemple, de déterminer le nombre de non-inscrits par bureau de vote. Ça ne veut pas dire qu'on a les noms et les prénoms des gens qui ne sont pas inscrits. Ça veut dire qu'on a des métriques qui permettent d'aller cibler sur les bureaux de vote sur lesquels on a détecté qu'il y avait beaucoup de non-inscrits. Et donc, évidemment, l'intérêt, c'est que derrière, on va avoir en fait la possibilité derrière de faire le lien avec les électeurs pour renforcer la participation électorale. Donc, l'idée même derrière cette question-là, c'est que en fait, le formulaire sert à obtenir l'accord. Ça permet de manifester l'accord et d'obtenir le consentement dans les conditions légales recommandées par la CNIL et évidemment en toute conformité RGPD. Alors, j'ai une autre question donc pour Julien. Est-ce que la CNIL contrôle toutes les entités ayant déclaré une cyberattaque? Si oui, quel est le process et les délais? Alors non, heureusement, parce que alors je ne sais pas si beaucoup d'entreprises déclarent, notifient, c'est une obligation pénalement sanctionnée, mais je pense que les entreprises ont quand même une petite tendance naturelle à pas vouloir signaler leurs manquements. Mais comme c'est une obligation, on peut imaginer quand même que beaucoup vont le faire. Et évidemment, la CNIL n'a pas les moyens techniques d'aller contrôler tout le monde. Si on notifie et si derrière on a un contrôle, moi en tant qu'avocat, ce que je dirais, c'est qu'on nous a obligés
à nous accuser nous-mêmes. C'est-à-dire qu'à la fois on est victime du hack, mais on est potentiellement coupable d'un manquement à notre obligation de sécurité. Donc 5 ans d'emprisonnement, 300 000 euros d'amende au pénal. Et il y a quand même un truc qui s'appelle le respect des droits de la défense, hein, qui est garanti notamment par la Convention européenne des droits de l'homme. Et on n'a pas on ne peut pas obliger quelqu'un à s'accuser. Sinon, vous imaginez bien que les procès seraient très rapides. Vous êtes coupable? Oui. Bon, ok. Je dis non, bah, vous avez menti, vous êtes coupable quand même. Euh, donc là, ça revient un peu à ça, une obligation de s'accuser soi-même. Et donc, du coup, je pense que là, on pourrait vraiment négocier avec la CNIL pour dire, bon, on vous a signalé le truc, nous, on était de bonne foi. Maintenant, si vous utilisez ça pour nous mettre une amende, on va la contester dans le Conseil d'État en disant que bah, les droits de la défense ont été bafoués et ça va pas vous faire une très très bonne publicité. Alors, autre question pour toi également, Julien. Est-ce que la durée de conservation des données est un point important? Ah oui, c'est crucial parce que en fait, on peut faire beaucoup de choses, mais pas n'importe comment. Et j'ai vu une autre question d'ailleurs sur la durée. Et effectivement, si on peut avoir un traitement qui est parfaitement licite au départ, mais on a atteint notre finalité et on a conservé les données. Donc là, bah, c'est fautif. Et dans le cadre d'un contrôle, bah, ils vont s'en apercevoir et on s'expose à une sanction. Donc la grande question, c'est combien de temps on conserve. Donc le principe, c'est qu'on peut conserver pour les besoins de la finalité. Une fois que la finalité est atteinte, bah, faut pas nécessairement effacer la donnée, mais il va falloir l'archiver. Donc la CNIL a attendu l'adoption du RGPD, donc c'est un peu dommage mais elle sort au compte-gouttes des référentiels. Et par exemple, le 15 avril dernier, en plein confinement, elle nous a sorti son référentiel sur la gestion des ressources humaines, où, je crois que ça doit être page 11, elle est extrêmement précise. Par exemple, pour une activité de traitement qui concerne la gestion de la paye, pour la donnée bulletin de salaire, bah, elle nous dit c'est 1 mois en base active, 5 ans en archivage intermédiaire, 50 ans en version dématérialisée, et elle nous donne la référence du code du travail sur laquelle on peut se fonder. Les deux, je vois les ordres de virement pour le paiement du salaire, bah, le temps nécessaire à l'émission du bulletin de paie, puis 10 ans à compter de la clôture d'exercice comptable. Pourquoi? Bah, parce que c'est une obligation comptable. Donc on voit que c'est vraiment des durées de conservation à plusieurs vitesses et qu'en fonction, de la finalité, la donnée va rester plus ou moins longtemps en base active, et puis qu'au bout d'un certain temps, on va la conserver, par exemple, pour défendre nos droits, si je sais pas, on est poursuivi par un de nos clients ou par un de nos salariés. Mais là, on archive la donnée, elle ne peut plus servir qu'à ça. Ce qui veut dire, par exemple, je sais pas, le service marketing ou RH, ils n'y ont plus accès. En revanche, bah, la compta, par exemple, on a des obligations comptables de conservation des documents pendant 10 ans, bah, elle peut encore y avoir accès. Très bien, J'espère avoir été clair. merci. Merci. Alors, on a de très nombreuses questions. On va devoir en fait en sélectionner juste quelques-unes pour conclure, mais rassurez-vous, on reviendra individuellement pour vous répondre à ceux à qui on n'a pas répondu en live. Donc, quel est le coût du soft? Donc, je vais laisser la main en fait à Olivier pour nous expliquer la formule d'abonnement. Oui, alors on est sur de l'abonnement dans tous les cas. Et le soft, ça va dépendre de la configuration, mais on va dire à partir de 350 € par mois, voilà, vous pouvez disposer de Tag Omega sur votre système. Mais ça va dépendre effectivement de voilà, comment c'est opéré, de la durée de l'engagement et de quelques autres détails. Mais il n'y a pas de souci pour qu'on puisse affiner ça avec vous. Mais l'ordre de grandeur, il est celui-ci. Ok. Alors, va-t-il y avoir une augmentation ou un durcissement des contrôles de la CNIL à l'avenir? Alors là, c'est pour moi. Oui. En fait, si on étudie les sanctions qui sont prononcées au fil du temps, on voit qu'elles sont de plus en plus nombreuses. C'est-à-dire, par exemple, de 78 à 2004, il y a eu une vingtaine de sanctions prononcées. Même à l'époque, en fait, elles ne pouvaient pas forcément prononcer de sanctions. Donc, c'était des transmissions au parquet. Et puis, depuis 2004, on voit que chaque année, bah, il y en a un peu plus. Alors, là, on est aux alentours entre chaque année à peu près 500-600 sanctions qui sont prononcées. Toutes ne sont pas rendues publiques. Et une autre tendance qui est intéressante, c'est aussi une tendance à l'augmentation de ces sanctions. C'est-à-dire que bah, pendant très longtemps, la CNIL pouvait sanctionner pour un montant maximum de 150 000 € d'amende. Et donc la grosse blague entre juristes, c'était de se dire que Google s'est encore pris 150 000 € d'amende CNIL.
ça reste moins cher que ce que leur ont facturé leurs avocats. Euh, et là, ben, on voit que depuis le RGPD, on peut monter jusqu'à 20 millions. Et on a eu, par exemple, Bouygues Télécom, 250 000 euros, Challenge, 25 000 euros, Uber, 400 000 euros, Google, 50 millions d'euros. Donc, on voit ouais, qu'il y a vraiment une tendance à la hausse sur le montant des sanctions. Alors, à quel type d'entreprise s'adresse Tag Omega? Grande société, ETI, PME, TPE? Comment mesurer le ROI en regard du coût? Donc, effectivement, Alors, en fait, Tag Omega est plutôt positionné pour les ETI et PME majoritairement, mais il n'est pas exclu, on va dire, que sa couverture puisse également satisfaire du coup certaines grandes sociétés. Et pour la partie ROI, je vais laisser la main en fait à Olivier pour expliquer peut-être l'étendue de ce que Tag Omega aujourd'hui est positionné sur la donnée personnelle, mais étant donné que c'est au cœur de votre système d'information, on pourra probablement aller un petit peu au-delà. tout à fait. Et alors, juste pour compléter ce que tu viens de dire sur la taille des entreprises, pour moi, le spectre peut être assez large parce que même une petite entreprise, si Tag Omega est mise en œuvre via un prestataire qui, lui, a Tag Omega à sa disposition, d'une manière plus ponctuelle, une petite entreprise peut bénéficier des services de Tag Omega via ce prestataire. Donc, globalement, voilà, tout le bas du spectre peut être couvert ainsi. Pour ce qui est du ROI, alors si on se base, on n'est que sur le RGPD stricto sensu, le ROI, finalement, c'est juste une réduction des risques. Donc là, on peut s'amuser effectivement à prendre le chiffre d'affaires, multiplier par 2 ou 4%, ajouter d'autres risques. Hein, certains ont déjà été évoqués par Julien dans sa présentation, parce que quand on vous coupe l'accès à vos données, c'est votre business qui peut s'arrêter momentanément ou de manière plus pérenne. Tous les déficits d'image. Donc voilà, ces choses-là ont des coûts, mais qui sont difficilement chiffrables. Le ROI, et effectivement, c'est intéressant parce qu'on on y travaille. Comme Tag Omega se branche à vos données, principalement les données personnelles, mais qui voit aussi d'autres choses sur les données plus métiers. Quand Tag Omega, c'est ce qu'on souhaite très rapidement, vous permettra aussi de faire de l'assainissement. Là, oui, pour le coup, il y aura un ROI plus évident qu'on pourra mettre en plus en face de toute cette réduction des risques, néanmoins très important, mais plus difficilement chiffrable. Donc sur la partie assainissement, sur la partie valorisation des données, globalement, voilà, vos données, vous avez une assez mauvaise visibilité. En général, on estime que toute organisation a à peu près 15% de données connues, c'est-à-dire vous savez ce qu'il y a dans votre document et vous savez où il est. Tout le reste, c'est sous l'eau. Pour un tiers, c'est du ROD, donc des données temporaires, donc typiquement des doublons, des données qui sont obsolètes, et puis des choses temporaires, comme des installeurs. Voilà. Mais pour plus de la moitié, 52% restants, vous savez juste que ça prend de la place sur vos serveurs et c'est tout. Mais dedans, il y a du risque, il y a du potentiel. Et Tag Omega peut de manière assez évidente vous aider à valoriser tout ça pour le protéger, en tirer du profit. Et voilà. Donc c'est vraiment, voilà, c'est aussi ce vers quoi on tend maintenant pour qu'au-delà du RGPD, Tag Omega puisse vous aider oui, sur la partie, des parties un peu plus sonnantes et trébuchantes en termes de gains. Voilà, j'espère avoir répondu à votre question. Oui, merci Olivier. Alors je pense qu'on va conclure du coup maintenant ce webinaire parce qu'on a dépassé voilà, sur les questions, il y a encore de nombreuses questions, on va pouvoir tous y répondre en fait en live, mais on reviendra vers vous plus particulièrement et plus personnellement. Donc on vous remercie, on va dire, d'avoir participé en fait à ce webinaire. Vous avez été nombreux. On n'hésitera pas en fait à potentiellement faire d'autres sessions sur ce type donc de thématique. Je remercie plus particulièrement Stéphane Boisson de Polygma, Julien Avec Leclinch plaisir. du cabinet JLC, puis Olivier Sébillotte chez nous de chez Spire pour l'intervention démonstration technique de Tag Omega. Merci à tous, on vous souhaite un bon appétit et puis une bonne journée en fait en cette constance, en cette particulière, ce temps particulier aujourd'hui où on est en fait en mode libéré, mais pas complètement, mais quand même en fait un tout petit peu plus libéré que d'habitude. Merci à tous et puis bonne continuation. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.